Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 9 de ce Tour de France. On partait d'Aigle, le centre international du cyclisme, pour aller du côté de Châtel, la Haute-Savoie, rejoindre les Alpes françaises, parce que oui, la deuxième semaine va être costaud. On en parlera un petit peu en début et surtout en fin de vidéo. Une étape où les Bleus se sont mis en avant. Ça a été un beau suspense dans le final, on reviendra là-dessus. Top, flop, bilan des Bleus. Bilan des Bleus qui va être très conséquent aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc top, flop vont être un petit peu plus short. Pour tout vous dire, c'est les flops où j'ai un peu galéré sa mère pour en trouver. Il a fallu que je réfléchisse un petit peu au niveau des flops, mais au niveau des tops aussi. Du côté des tops, c'est même plus presque un bilan de semaine pour éviter de parler de Pidcock, pardon. On parlera de Pidcock en passant, mais pour éviter de parler de Pogacar et de Vingegaard un petit peu tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de l'étape, ce que vous avez pensé de tel ou tel coureur. Si on n'en parle pas dans la vidéo, on peut en parler dans les commentaires. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et quand vous mettez toutes les notifications, ça c'est ce qu'on appelle le Saint Graal, là vous êtes vraiment au courant de chaque vidéo qui sort, notamment le cyclisme, l'Euro, la F1. Alors la F1 ça sortira pas lundi, ça sortira mardi parce que j'ai pas encore regardé la course sprint notamment. Et puis walou, on aura beaucoup de choses encore pendant la semaine en termes de vidéos. Et puis il va falloir que je commence à préparer le Tour de France féminin parce que pour l'instant j'ai pas trop avancé. Et ben on commence tout de suite avec cette vidéo. Fin de la première semaine, peloton fatigué et pourtant on a encore roulé vite aujourd'hui avec plus de 45 de moyenne sur les 2 premières heures de course. Cette première semaine qui va laisser des traces sur les coureurs, elle aura des conséquences sur la fin, sur les Pyrénées, ça c'est clair et net. Elle aura peut-être pas trop de conséquences dans les Alpes, mais dans les Pyrénées, il y a des coureurs qui vont finir cramés ce Tour de France et ça va se voir énormément. Et la deuxième, va falloir faire attention parce que la première semaine a été exigeante, la deuxième semaine c'est encore pire. Parce que la deuxième semaine, il va y avoir aucune étape facile, je vous le dis d'avance. Gros final quand même. Ça fait du bien de revoir en plus 2 coureurs qui ont pris cher quand même sur les 3 dernières années, il faut le dire, d'un côté comme de l'autre. Très beau final, pas bien réalisé, encore une fois, mais Anthony Forestier, je sais pas, mais il y a un moment, quand il y a 2 coureurs qui se courent après, bon voilà, quand il y a une bagarre à 2 ou même à 3 à un moment, parce que c'est vrai que le groupe Castroviejo-Verona était pas loin, mais même une bagarre à 2, qu'est-ce que tu fais normalement si t'es intelligent? Eh ben tu mets les 2 côte à côte en image, tu fais un écran splitté. On n'a pas eu ça de la journée, l'écran splitté. C'est pourtant, pour tout vous dire, c'est pas très dur à réaliser hein, de faire un écran avec d'un côté un coureur, de l'autre côté un autre coureur. Donc c'est assez exceptionnel qu'on ne l'ait pas fait aujourd'hui. Qu'on puisse pas en mettre 3 sur la même image, je veux bien. Mais là, il y avait quand même quelque chose à faire, je pense, pour générer du suspense, avec d'un côté Pinot, de l'autre côté Jungels. Et avoir un écran splitté. Et ça me semble pas très compliqué à faire. Bah non, on a eu encore une fois des plans pas toujours très intelligents. Ce qui m'énerve, c'est qu'en plus, on a souvent quand même les mêmes valeurs de plans. C'est ce qui, je pense, engendre la redondance, parce qu'on a toujours les mêmes plans. C'est-à-dire qu'on a eu l'arrière de Pinot, l'arrière de Jungels. Tu vas pas me faire croire qu'on pouvait pas se mettre devant Jungels, qu'on pouvait pas se mettre devant Pinot à certains moments pour montrer la tête de Pinot. On a quasiment toujours eu les mêmes valeurs de plan. C'est un peu triste. Au moins, avec Kamna, ils ont tenté le gros plan. Bon, c'était pas très fut-fut, mais au moins on a tenté quelque chose en termes de réalisation. Là, que dalle. Je te parle même pas des bascules qui passent dans le vide. J'en ai encore vu une là, parce qu'il y a la page Twitter, la bascule, qui est assez drôle pour voir que pour le moment, il y a eu, je crois, les 3 quarts des bascules qui ont été foirées.
sur ce Tour de France, notamment la première. Donc on est sur un niveau Tokyo 2022 au niveau de Tokyo 2021 au niveau de la bascule. Mais c'est vrai que là, la réalisation, elle nous a pas mis en contexte le suspense. Vraiment, il fallait qu'on ait les deux plans de caméra, tu vois, d'un côté et de l'autre. La bagarre, avec l'écart, GPS tout le temps. Ça aurait été bien dans les 3-4 derniers kilomètres. C'était le match. Au lieu de ça, on nous a montré parfois des images du peloton, alors qu'il se passait rien dans le peloton. C'est-à-dire qu'il y a quasiment personne qui a été lâché aujourd'hui, même Vlasov, au final, il est revenu dans la descente. On nous a même pas montré Vlasov qui revenait dans la descente. Ça aurait pu avoir quand même un petit intérêt de nous montrer pendant 3-4 secondes Vlasov qui est rentré dans le groupe de tête, puisqu'on l'a vu lâcher, mais on ne l'a pas vu revenir. D'un coup, à l'arrivée, pof, il est revenu. En passant au niveau de la réalisation, alors je ne sais pas si c'est un problème de réalisation, mais je trouve que depuis le début de ce Tour de France aussi, Marion Rousse fait beaucoup d'erreurs au niveau des coureurs, qui n'étaient pas habituels du côté de Marion Rousse. Alors moi, vous savez que c'est pas un truc qui m'énerve un petit peu, les erreurs de coureurs, parce que je me dis, bon, parfois c'est quand même compliqué, avec les lunettes, les casques, bon, c'est pas toujours facile. Après, quand il y en a 40 par direct, ça m'énerve un petit peu, mais là, c'est vrai que Marion Rousse, pourtant, qui normalement arrive à trouver un coureur, elle devait être forte à Où est Charlie, hein, Marion Rousse, parce que vraiment, elle arrive à trouver un coureur n'importe où dans le peloton. Bah là, elle fait pas mal d'erreurs. Alors, est-ce que c'est aussi parce que Marion Rousse fait le Tour de France féminin? C'est vrai que je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du siècle que Marion Rousse soit à la fois sur le Tour de France et directrice du Tour de France féminin. Moi, j'aurais cru qu'elle aurait pas fait le Tour de France masculin en tant que commentatrice, parce qu'il y avait encore peut-être des choses à préparer, des derniers ajustements à faire du côté de la course féminine. Donc je suis assez surpris, hein. On voit pas Christian Prudhomme. Je pense que Christian Prudhomme va pas commenter la course féminine, tu vois. Il y a des moments, ça me semble un petit peu particulier quand même. Ou soit elle fait rien sur la course féminine, quoi. Elle est juste là pour faire joli, mais normalement, quand tu es directrice de course, je pense qu'il y a pas mal de petits soucis à régler, même à un mois du départ. Bon, note de l'étape, 14 sur 20. Pourquoi 14 sur 20? Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir dans le final à regarder cette étape. Malgré tout, pourquoi je mets pas une meilleure note? Parce qu'au niveau du général, il n'y a pas eu de grands bouleversements et il n'y a pas eu de grosses attaques. C'est vrai qu'on a attendu le final, ce qui était prévisible, hein, encore une fois. Mais je mets 14 sur 20 parce que, très clairement, je vous l'ai dit hein, ce matin sur la présentation, cette étape me passionnait absolument pas au niveau du parcours. Et pourtant, j'ai réussi à prendre du plaisir dans le final, avec ce final à suspense, malgré, encore une fois, une réalisation de merde. Donc, je trouve que c'était pas mal. C'est vrai que là, note de l'étape, c'était pas mal. Mais j'étais en train de me dire aussi, en parlant de la réalisation, on va continuer sur la réalisation avec la note de l'étape. Parce que beaucoup de gens disent, bon, Anthony Forestier, il connaît pas le cyclisme, c'est pour ça qu'il réalise très mal. Je veux bien, mais il est pas assez... Enfin, normalement, quand t'es réal, bon, c'est toi le patron du car régie, c'est toi qui choisis quelle image est à l'antenne. Ensuite, il y a souvent des assistants. Alors, il y en a un qui gère le son, il y en a un qui gère parfois la lumière quand tu es sur un plateau. Là, il n'y a pas besoin de gérer la lumière, vu que c'est naturel. Mais par contre, il y a une script, parce que sur le Tour de France, notamment pour les images des monuments, il y a un plan qui est très détaillé, qui est fait longtemps à l'avance pour savoir quel monument on va filmer à quel moment, et notamment également les images de la FNSEA. Là aussi, c'est très précis, il y a un plan très précis qui est fait. Mais je me posais une question, même s'il ne connaît pas le cyclisme, admettons Anthony Forestier, il n'y a pas un conseiller parce que pendant des années, Jean-Maurice Hogg, il était avec Ronan Pinsec. C'est-à-dire que Ronan Pinsec était le bras droit de Jean-Maurice Hogg, c'est-à-dire Ronan Pinsec, c'était un peu le coordinateur au niveau sportif, au niveau régie, c'est-à-dire que dès qu'il voyait, il avait, il faut savoir, dans un car régie, vous avez toutes les caméras. Vous avez donc les 40 caméras, voilà, les 2 hélicos, toutes les caméras télé, ce qui se passe à l'écran, ce que vous mettez un petit peu en preview quand vous faites notamment les écrans splittés. Il y a un écran normalement spécialement pour ça. Enfin, vous avez 40 caméras, enfin 40 écrans devant vous. Avant, Ronan Pinsec, ce rôle, c'était de dire « Oh là, regarde, sur la caméra 3, il y a un mec qui décroche, il faudrait peut-être le mettre à l'antenne. » Ou il parlait avec Jean-Maurice Hogg. Là, par exemple, Jean-Maurice Hogg aurait dit « Oh, bah là, on va peut-être arrêter de montrer le peloton. Oui, c'est pas mal, Jean-Maurice, c'est pas mal. » Ouais, normalement, il y a une sorte d'équipe comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Parce que vu les images que je vois, normalement, le coordinateur il aurait dû dire « Bon, bah ça, non, on s'en tape, quoi. Hein. Allez, mets les 2 écrans splittés, ça peut être pas mal. »
Donc c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être qu'il est mal assisté, Anthony Forestier. Alors c'est peut-être une erreur de sa part, c'est de ne pas vouloir être assisté, mais le Tour de France c'est quand même un sacré bordel. S'il n'y a pas un minimum de monde, c'est compliqué. Malgré tout, avec Anthony Forestier, alors ça, il faut avoir fait des études dans le son pour le savoir, on a quand même une petite progression au niveau du son dans le peloton. Une petite progression. Parce que j'ai appris, je me suis renseigné sur Anthony Forestier, j'ai appris qu'il avait fait un BTS, notamment au niveau du son. Je sais plus comment ça s'appelait le BTS. Et c'est vrai qu'au niveau sonore, on peut le dire, depuis 2-3 ans, il y a eu des petits progrès, même si on pourrait faire encore beaucoup mieux au niveau sonore. C'est vrai que c'est un peu le problème du cycliste, c'est qu'on n'entend pas la vie du peloton. Et la vie du peloton, c'est aussi les mecs qui s'engueulent. Et notamment sur un sprint, j'aimerais qu'on entende un peu plus ce qui se passe dans le peloton avec des petits micros. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des petits micros sur les potences, par exemple? On met bien des petites caméras, on pourrait mettre des petits micros, par exemple. Ça pourrait être pas mal pour entendre ce qui se passe. Ou savoir ce qui se passe dans les voitures. C'est vrai que notamment en Espagne ils ont fait ça sur le Tour le Tour du Pays-Bas, c'était pas mal d'avoir des caméras dans les voitures. À une époque on avait ça sur le Tour de France, ça serait peut-être intéressant de les remettre, d'avoir accès à toutes les voitures de directeurs sportifs à l'intérieur. Bon, après toute cette analyse audiovisuelle, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec le vainqueur du jour, Bob Jungels, le luxembourgeois. Je rappelle le bilan des Bleus pour ceux qui ne sauraient pas, c'est soit les coureurs français, soit les coureurs étrangers dans des équipes françaises. On est donc en plein dedans avec Bob Jungels. Sacré numéro de Bob Jungels, mais encore une fois, j'avais dit méfiez-vous de Bob Jungels sur le Tour de Suisse. C'est vrai qu'on m'avait même presque reproché d'en parler un petit peu trop de Bob Jungels, mais c'est vrai que sur le Tour de Suisse, j'en avais pas mal parlé. Encore en début de Tour de France, j'en ai parlé pas mal parce qu'il était dans le coup en tout début de Tour de France. J'avais dit méfiez-vous, Bob Jungels, il est de retour. Alors du Tour de Suisse, j'avais dit Bob Jungels, très intéressant ce qu'il fait en ce moment depuis quelques jours. Là, quand je l'ai vu dans l'échappée, je me suis dit tiens, j'ai vu Castroviejo, Verona, Jungels et Pinot. J'ai vu ces quatre-là parce que Pierre Latour, bon, il a fait une bonne étape, Pierre Latour, on va pas en reparler plus tard. Il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens du moment, ce qui n'avait pas été le cas de tout le monde. Mais je me suis dit Castroviejo, parce qu'il grimpe quand même super bien depuis 2 ans et qu'il a quand même des talents de rouleur et que c'est peut-être pas forcément le coureur le plus surveillé. Je me suis dit Verona, parce que Verona, il s'est très bien manœuvré dans un final. Donc je me suis dit si on arrive à 2 ou 3 à Châtel, au pied de la bosse, lui il est capable de mettre une mine et que personne s'en sort. Pinot, parce que pour moi c'était le plus fort, puisqu'il a montré sur le Tour de Suisse même avant. Puis je me suis dit Jungels, méfiez-vous de Jungels, il est quand même en forme. Je m'attendais quand même pas à ce qu'il fasse 60 km d'échappée, parce que quand je l'ai vu sortir je me suis dit peut-être une erreur, tu vois, de partir aussitôt. Mais non, c'était pas une erreur de la part de Jungels. Très belle performance tout simplement, mais on a retrouvé le Bob Jungels. Puis c'est avec Bob Jungels, on se souvient notamment de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il était parti de très loin quand il s'était imposé. Même à Liège, il était parti à 20 bornes de l'arrivée. Il avait fait un sacré numéro ce coup-là à Liège quand il avait remporté cette course. Et puis on en avait parlé sur le dernier Tour d'Italie de Bob Jungels, je crois quand il avait gagné l'étape sur le Tour d'Italie. Je sais plus si on avait parlé de cette étape-là ou vous en avez peut-être parlé à un autre moment. Je sais plus. Mais c'est un coureur sur lequel il faut toujours avoir un œil. C'est un coureur très dangereux. Il a passé 3 ans de galère. Mais vraiment, comme Thibaut Pinot, 2020, 2021, début 2022, très compliqué. Mais il est de retour. Il est de retour, opéré 2 fois de l'artère iliaque, comme Pauline Ferrand-Prévot. L'artère iliaque, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une artère qui est au niveau du bassin, qui est très importante, parce que si l'artère iliaque marche, alors, elle peut tourner, elle peut vriller l'artère iliaque, mais c'est surtout une artère très importante, parce que si elle ne marche pas bien, cette artère iliaque, eh bien, vous avez souvent tendance à avoir des fourmillements au niveau des jambes, parce qu'elle gère vraiment l'afflux sanguin de toute la jambe. Donc, si l'artère iliaque ne marche pas, ou ne marche pas correctement, forcément au niveau de la jambe ça se passe pas bien. Et on a vu quelques cyclistes avoir des problèmes d'artère iliaque, et notamment Bob Jungels. Il a été opéré 2 fois, ça lui a un petit peu pourri même son tout début de saison, mais là il est de retour
Et voilà, énorme Tour de Suisse, champion du Luxembourg du contre-la-montre, et puis derrière, vainqueur à Châtel. Voilà, c'est le grand retour de Bob Jungels, et ça fait du bien. Ça fait du bien de le revoir, vraiment, parce que c'est un coureur enfin, ça aurait été bien aussi avec Thibaut Pinot, mais Jungels, il a tellement galéré. Moi aussi, je l'ai critiqué, notamment Bob Jungels. J'avais dit, est-ce qu'il a fait le bon choix de carrière? Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas qu'il décide de faire soit la montagne, soit les pavés? Parce que c'est vrai que j'avais été assez critique là-dessus. C'est un coureur, on l'a souvent mis dans les flops, et ça fait du bien de le revoir au top. Ça fait du bien de le revoir au haut niveau. Et là, je suis très content de revoir Bob Jungels. Et puis là, c'est quand même une sacrée étape qu'il nous a fait, quoi. Au niveau physique, athlétique. Dans le final, en plus, il en avait gardé. Ce petit bougre, il en avait gardé parce que Verona, ils ont quasiment rien repris dans le final. Et Pinot a, lui, complètement craqué. Donc, ils en avaient remis. Il avait bien géré son effort, Bob Jungels. Pourtant, il n'avait pas été très fut-fut parce qu'il avait encore 2 bidons. À 5 km de l'arrivée, je me suis dit, putain, il aurait pu s'en séparer un d'un quand même en haut de la montée. Ça aurait peut-être pas été con, tu vois, de se séparer d'un bidon, parce que les 2 bidons dans le final, alors certes, ça lui a peut-être permis de descendre plus vite, mais dans les 5 derniers kilomètres, ça a peut-être été un petit frein, surtout dans le kilomètre le plus difficile, mais il en avait gardé encore. Bob Jungels, donc il m'a fait aimer cette étape, et pourtant, je vous l'avais dit, cette étape me plaisait pas du tout. Donc bravo Bob Jungels. Deuxième coureur, alors en plus, bon, on va faire un petit point G2R rapidement. Aurélien, pardon. J'ai confondu de frère, pareil peintre. Il est 13e du général à 3,31. Pour le moment, c'est quand même pas mal. Alors moi, je pense que c'est encore un peu tendre pour aller tenter de jouer le général. Mais avec Caruso, c'est les derniers qui sont sous les 4 minutes. Donc, qui peuvent encore faire un bon classement général, je dirais, si la course ne s'emballe pas trop. Ben O'Connor, par contre, il est en souffrance. La grande question sera de savoir est-ce qu'il faut le faire continuer. C'est peut-être pas très judicieux de le faire continuer, Ben O'Connor. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le concentrer sur la prochaine Vuelta et repartir sur un programme Vuelta? On passe avec Thibaut Pinot et la Groupama. Alors, je vais déjà commencer avec David Gaudu comme Romain Bardet, parce qu'on n'en parlera pas plus tard de Romain Bardet. On finit dans le temps d'Adam Yates, donc avec la plupart des leaders. Ils ont perdu que 3 secondes sur Pogacar. Mais surtout, de la part de Thibaut Pinot, lui aussi, il a animé la course. Lui aussi, ça a été le grand animateur de la journée, parce que s'il n'attaque pas, il n'y a rien qui se décante aujourd'hui. S'il n'attaque pas, derrière la Cofidis... il n'y a rien qui se passe, quoi. On finit avec Jungels qui a une 40 d'avance sur Pogacar. Ils se font reprendre par le peloton et puis voilà. Sauf que Thibaut Pinot, il a tenté quand même le coup, alors que l'écart était énorme. Et puis il a fait quand même un sacré numéro dans la montée. Il a fait un sacré numéro. Vraiment. Et c'est assez... Enfin, certains demandent pourquoi certains coureurs sont pas appréciés, notamment Froome. Moi j'ai toujours dit Froome n'était pas apprécié parce que sur le vélo... alors déjà, il était antipathique en interview, mais que sur le vélo, en plus, il inspirait rien, il n'y avait aucune émotion. Voilà un coureur qui nous transmet des émotions, c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, on sait très bien que quand il est sur une course, on sait qu'on aura des émotions, parfois négatives. Ces derniers temps, c'est quand même plutôt positif, mais on aura des émotions. Aujourd'hui, on a eu des émotions, c'est parce qu'il y avait aussi Thibaut Pinot. C'est un coureur qui ne laisse pas indifférent. Pourquoi Thibaut Pinot a autant de notoriété? Et il a autant de notoriété que Pogacar dans le monde. C'est quand même fou, Thibaut Pinot. Alors que, le palmarès de Pogacar est au-dessus. Mais parce que c'est un coureur fantastique qui transmet énormément d'émotions. Pourquoi Vauclair était autant apprécié? Pourquoi Richard Virenque était autant apprécié malgré le dopage du côté de Richard Virenque? C'est que c'est des coureurs qui arrivaient à transmettre des émotions. Ce que n'arrive plus vraiment à faire Pogacar cette année. Et c'est pour ça que je le lis dans les commentaires, beaucoup de commentaires négatifs, notamment liés au dopage. Mais c'est aussi parce que Pogacar, cette année, il n'arrive plus de transmettre d'émotions. Il y a aussi une lassitude autour de Pogacar. Pinot, il arrive toujours à transmettre des émotions sur le vélo. Et c'est un coureur qui ne laisse pas indifférent. On n'est pas indifférent envers Thibaut Pinot. Il y a plein de coureurs dans le peloton qui gagnent ou qui perdent, ça n'intéresse pas plus que ça.
Thibaut Pinot, il a un truc en plus. Et ça a été dès sa première victoire sur le Tour de France. Avec, on se souvient de Marc Madiot qui tape sur la fenêtre de la bagnole. Et ce suspense déjà lors de cette étape-là, parce qu'on se souvient que notamment Nibali avait attaqué dans la descente. Il y avait un gros suspense. On a même fêté il y a quelques jours les 10 ans de cette victoire. Mais Thibaut Pinot, il a jamais laissé indifférent sur le vélo. Quand il abandonne, on est tous un peu tristes. Et quand il gagne, on est tous un peu heureux. Et Pinot, c'est fantastique. Alors aujourd'hui, je suis pas triste parce que certains sont peut-être tristes dans les commentaires, dites-le moi si vous êtes un peu déçus. Mais parce qu'il y a Bob Jungels et que moi, Bob Jungels, ce mec-là a connu tellement de galères ces dernières années que on peut être que heureux, quoi. On peut être que heureux autour de Bob Jungels. Mais Thibaut Pinot, c'est quand même un sacré coureur. Hier, il passe quand même une journée de merde. 2 chutes, une baffe dans la gueule, obligé de faire des efforts dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment la journée de merde hier, hein. Et le lendemain, il arrive à partir en échappée et à être l'animateur de la course. Et il est fantastique, Thibaut Pinot. Non, on n'en fera pas un autre. C'est comme Vauclair. Il n'y a pas un autre spécimen. Il y a des mecs où de fond on compare. Tu vois, parfois on compare. Par exemple, moi parfois je compare Pogacar à Eddy Merckx. On compare parfois, je sais pas, Quintana, on peut le comparer à d'autres coureurs colombiens. Ghana, par exemple, parfois on le compare à d'autres rouleurs de contre-la-montre. Pinot, on ne peut le comparer à personne parce que c'est un produit 100% original. On n'en fera pas d'autres comme lui. C'est-à-dire quand il prendra sa retraite, Pinot, il n'y en aura pas d'autres comme lui. Alors que un Pogacar, dans 15 ans, il y en aura peut-être un autre, un coureur comme ça. Pinot, non. Quand il va prendre sa retraite, on fera tous sa gueule parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Et c'est ça qui est fantastique avec Thibaut Pinot. C'est un coureur qui est fantastique. Et puis je termine avec Quintana. Rapidement Quintana, pourquoi ? Parce que il finit dans le temps de Geraint Thomas, ce qui confirmerait un petit peu ce que je pense et ce que j'ai dit un petit peu dans les commentaires. C'est vrai qu'on m'a dit, j'ai eu un commentaire, je crois comme ça dans la vidéo, de la super planche qui m'a dit oui, je suis quand même déçu de Quintana, il a perdu du temps. Et moi je lui avais dit, je suis plutôt confiant avec Quintana, c'est comme avec Pinot, moi j'ai été confiant toute l'année avec Pinot, mais avec Quintana aussi parce que l'endroit où il a perdu du temps, c'est sur la section gravel. C'est-à-dire que jusqu'au départ de la section gravel, il est dans le bon peloton et c'est ensuite dans la section gravel où il a eu du mal. Et je disais, en même temps c'est normal, bon, Quintana, le gravel, je crois qu'il n'avait jamais fait d'étape comme ça. Je crois qu'il y a 3-4 ans sur la super planche, je ne sais même pas s'il y était. Je ne suis plus souvenir en 2019, mais je n'ai pas souvenir qu'il avait fait un bon résultat ce jour-là. Et pour moi, je disais, c'est une arrivée qui est tellement atypique à super planche, j'ai l'impression quand même que Quintana est pas mal. Ça confirme que Quintana, je le sens quand même plutôt bien sur ce Tour de France. Quintana, alors il va pas faire podium, Quintana, je pense pas. Mais 6 ou 7e du Tour de France, c'est quelque chose de totalement réalisable. Je dirais que devant, vous avez Vingegaard, Pogacar, Roglic, il peut quand même faire 3e. Hein. Il y aura une belle bagarre pour la 3e place, je pense, entre Roglic, Geraint Thomas, Adam Yates. Je pense entre ces 3-là. Et je dirais que dans un autre groupe, pour le top 5, peut-être, s'il y en a des qui se plantent devant, vous avez Gaudu, Bardet, Enric Mas, Quintana, et Vlasov s'y retrouve de la condition physique. Et ça, c'est pour la deuxième partie du top 10, on va dire, entre 5 et 10. Il va y avoir une bagarre intéressante entre tous ces coureurs-là. Donc c'est pour ça que quand on me dit le tour est fini avec Pogacar, moi je dis non, parce qu'il y a encore d'autres bagarres. Il n'y a pas que la victoire sur le Tour de France, il y a d'autres bagarres. Par exemple, la bagarre pour le top 10, c'est une bagarre qui, je pense, va être intéressante. Donc Quintana, bonne journée aujourd'hui. On va le voir dans les semaines à venir. 2 flops du côté du bilan des Bleus. Je vous avais dit, le bilan des Bleus, il va être énorme aujourd'hui, il va être costaud. Premier flop, c'est Cofidis. Pourquoi Cofidis ? Bon, déjà, Guillaume Martin abandonne la course sur Covid. Le retour de la Covid qui fait pas vraiment plaisir, ça c'est clair et net. Après, on savait, vu ce qu'on a vu sur le Tour de France, que ça pouvait arriver, même malgré le changement de règlement.
Bon, Guillaume Martin, c'est dommage parce qu'il était bien placé, parce qu'il ne peut pas faire le Tour d'Espagne. Voilà, lui, il a déjà 2 grands tours dans les pattes. Donc, la saison de Guillaume Martin, maintenant, va falloir se concentrer peut-être sur le Tour de Lombardie et autres. Peut-être pas très intéressant non plus, ou sur d'autres courses pour aller chercher des points UCI. C'est vrai qu'on peut aussi le garder en stand-by pour aller chercher des points UCI sur des courses importantes. Non, ce que je voulais mettre en flop, c'est que j'ai pas compris la stratégie de Cofidis aujourd'hui dans l'échappée. Alors, il y a quand même une satisfaction. Geschke est maillot à poids ce soir, et il a 8 points d'avance sur Pogačar. 9 même d'avance sur Pogačar. Ça, c'est intéressant. Je peux même vous faire un point sur le maillot à poids. Geschke est en tête, devant Jungels, Pinot à 14, Kort Nielsen est 4e, et Pogačar est 5e. Et Latour est 7e, par exemple, du côté des Français. Ce qui me gêne, en fait, c'est que du côté de la Cofidis, Ion Izagirre s'est sacrifié trop tard. Si Jungels aussi s'impose, c'est aussi parce que dans le peloton, Cofidis a pas très bien joué le coup. Alors soit du côté de la Cofidis, on décidait qu'aucun des deux n'était assez performant aujourd'hui, mais dans ce cas-là, il ne fallait pas qu'Ion Izagirre se sacrifie. À partir du moment où Ion Izagirre se sacrifie, c'est qu'on pense qu'on peut jouer quelque chose avec Geschke. Bon, après, est-ce que c'était dans une stratégie d'aller chercher le maillot à poids ? Peut-être. Et alors dans ce cas-là, c'est ma faute à moi, j'ai mal compris la stratégie Cofidis. Mais pour aller chercher la gagne aujourd'hui, Cofidis n'a pas bien couru. Si l'objectif était d'aller chercher la gagne, ils se sont mis à la planche trop tard. Et je pense qu'en plus, Geschke, Ion Izagirre, j'aurais plutôt fait l'inverse. Après, peut-être que Ion Izagirre est pas du tout en bonne condition physique, ce qui serait pas très rassurant. Après, Ion Izagirre, il prépare peut-être la Vuelta aussi. Mais donc, on a décidé cette stratégie-là. Ça va être intéressant quand même, parce que du côté du maillot à poids, on a déjà 3 coureurs qui peuvent animer tout ça. C'est Pinot, Jungels, Geschke. C'est pas mal ça. Et puis avec peut-être Pierre Latour derrière. Là aussi, c'est pas fini au niveau de la bagarre. Mais ouais, du côté de la Cofidis, j'aurais pas joué de cette manière-là. C'est-à-dire que si on était confiant pour Geschke, il fallait rouler plus tôt. Il fallait pas attendre le pas de Morgins, il fallait rouler dès le plat. Et il fallait surtout pas laisser sortir Jungels. Sinon, c'est qu'on n'était pas sûr de soi. Et dans ce cas-là, je pense qu'il n'aurait pas fallu rouler. Mais en même temps, il y avait aussi les points du maillot à poids. Donc peut-être qu'on a privilégié les points du maillot à poids. Et dans ce cas-là, je dis que je n'ai rien compris. Et puis bon, qu'est-ce que serait un bilan, un débrief Tour de France en 2022 sans parler de BNB Hotel. En 2021, c'était la Total Energy. J'étais obligé de faire un point Total Energy. Là, BNB Hotel, je rappelle, l'équipe qui ne veut pas passer pour des clowns. Bon. Aujourd'hui, ils ne sont pas passés pour des clowns parce que dans l'échappée, on en a mis un, mais on ne l'a pas vu de la journée. C'est vrai que... Alors, moi, j'adore. Bon, on me dit, on ne doit pas être l'animateur de la course. Bon, déjà, pour moi, quand tu es une équipe invitée, tu dois animer la course. Pour moi, un minimum. Quand tu es invité, tu dois montrer que tu mérites ton invitation. Pour le moment, BNB Hotel, ils n'ont pas montré qu'ils méritaient leur invitation. Je suis désolé, par rapport à Uno X, par exemple, ils n'ont pas montré qu'ils méritaient leur invitation. Et c'est surtout que moi, j'adore donc cette stratégie de Jérôme Pinot, de se dire, on va pas dans les échappées, on choisit les étapes où on prend des échappées. Oui, mais quand tu fais ça, mon petit coco, faut que tu aies un coureur qui soit au-dessus du lot. Faut que tu aies un Thibaut Pinot. Faut que tu aies des coureurs qui soient très bons en montagne. Et si une fois te dire, mais dans ton effectif, tu n'as pas ce profil-là. C'est-à-dire, Bonamour, je pense qu'on a un peu cerné ses limites en montagne, quand même. Quand il avait Quentin Paché en tant que puncher, sur des étapes de puncher, je pense que Quentin Paché pouvait en remporter certaines. Mais là, tu n'as pas le coureur, tu n'as pas l'arme fatale. Et Pierre Rolland, complètement lâché aujourd'hui, quasiment dès le départ avec Ben O'Connor. C'est pas très rassurant du côté de Pierre Rolland. Et j'avais dit, si Pierre Rolland n'est pas à son max, ça va être compliqué pour BNB Hotel. C'est compliqué parce que Bonamour, c'est un coureur sympathique, voilà.
Mais c'est pas l'arme fatale, Bonamour. Et quand tu décides de choisir les étapes où tu pars en échappée, faut pas croire que les autres ne font pas la même chose. On le sait maintenant dans le cyclisme moderne, dans toutes les étapes de montagne, t'en as 50 qui veulent partir en échappée. Et tu te retrouves à avoir des groupes devant de 25, 30 coureurs. 25, 30 coureurs, on se souvient pas des 25, 30 coureurs de la journée. On se souvient que de ceux, les 3, 4, qui ont animé la journée en fin d'étape et qui étaient là dans le final. Donc d'un point de vue marketing, et encore une fois, il y a aussi un intérêt quand on part en échappée, il y a aussi un intérêt marketing montrer le maillot. Excuse-moi, mais aujourd'hui, ils sont pas passés pour des clowns, mais en fait, ils sont passés pour l'homme invisible. Parce que Bonamour, on l'a pas vu de la journée. On l'a vu quand il a été lâché par le peloton. Donc, voilà. Et tant qu'il n'a pas l'arme fatale en montagne, tu peux pas jouer de cette manière-là. Tu es obligé de partir en échappée sur des étapes de plat pour être visible. Parce que Bonamour, il peut être performant sur des étapes de moyenne montagne. Mais là, on était sur de la haute montagne. Sur la haute montagne, c'est pas suffisant, Bonamour. C'est pas suffisant. Et bah là, on a vu la différence. C'est-à-dire qu'en haute montagne, voilà. Et comme, Bonamour, on a décidé qu'il ne jouerait pas le top 20 du classement général, s'il n'est pas visible non plus, on se demande qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Il y a aussi une raison comme ça, du côté de chez BNB. Mais bon. Encore une fois, je vous dis, du côté de BNB Hotel, c'est bien d'attaquer les coureurs, mais je pense que ça serait bien aussi de voir que son staff n'est pas efficace et surtout d'avoir des ambitions qui soient à la hauteur de l'effectif. Et les ambitions de Jérôme Pinot sont largement au-dessus du niveau de son effectif. Je poursuis tout de suite avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Alors du côté des coureurs au top, aujourd'hui on va aller assez vite parce que je suis déjà à quasiment 30 minutes de vidéo. J'ai décidé de mettre Enric Mas pour sa semaine. Du côté des coureurs au top, c'est plutôt des bilans de la semaine. J'irai Enric Mas, pourquoi ? Parce que c'était quand même une semaine très compliquée pour lui. Notamment avec le vent, notamment avec les pavés. Parce que Movistar, sur les pavés, ils sont nulle part, faut le dire. C'est une équipe qui n'a jamais été performante sur les Flandriennes et qui n'a jamais eu l'état d'esprit flandrienne. Alors que cette équipe, même sous les autres appellations, ils n'ont jamais eu de coureurs performants et ils n'ont jamais été performants. Je dirais qu'ils sont même mieux qu'à une époque du côté de chez Movistar. Donc je me disais sur les pavés, lui il est capable d'en perdre 3 minutes. Et il a quasiment rien perdu sur les pavés. Il fait partie des coureurs qui n'ont pas perdu énormément de temps. Il s'en est bien sorti. Sur le chrono, c'est pas non plus sa spécialité, je m'attendais à ce qu'il perde un petit peu de temps. Donc je dirais que pour le moment, il est 8e du général à 1,50. C'est plutôt une bonne opération pour moi, pour Enric Mas, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. En sachant qu'on peut quand même se dire que dans le top 10, Pidcock va peut-être dégager, qu'il y en a au moins un des 6 premiers qui va avoir un pépin. Ça m'étonnerait qu'entre Pogacar, Vingegaard, Thomas, Yates, Gaudu, Bardet, il n'y en ait pas un qui a un moment et un problème, une grosse défaillance. Donc Enric Mas, on peut se dire que 7-6, ça serait un résultat plutôt intéressant pour Movistar, parce que je pense que lui aussi, l'objectif numéro 1, c'est la Vuelta, c'est pas le Tour de France. Donc c'est plutôt bien pour le coureur de la Movistar. Et Enric Mas, il va falloir quand même se méfier du coureur espagnol. Et même aujourd'hui, je trouve qu'il était plutôt bien, Enric Mas. Il a été très discret, et autant pour certains coureurs, c'est pas top, autant pour un coureur comme lui, c'est plutôt intéressant. Je poursuis avec deuxième coureur au top, pour moi, c'est Castroviejo aujourd'hui. Castroviejo, il a quand même... Ça fait partie de... Ineos a quand même cette faculté-là, Ineos Sky, à réussir à ce que des coureurs changent de registre. C'est quand même une équipe qui a réussi ça très souvent. Castroviejo, quand il arrive en 2018 chez Sky, qu'il arrive de la Movistar, c'est le même profil que Kirienka. C'est-à-dire, c'est la première rampe en montagne. C'est lui qui fait les kilomètres en vallée et c'est la première rampe en montagne. Je compare souvent à Kirienka, mais on pourrait comparer... par exemple, à Van Hooijdonk par exemple, alors il était quand même déjà un peu meilleur grimpeur que Van Hooijdonk, mais un peu un Tige Benoît, quoi. C'était la première rampe. Et aujourd'hui, Castroviejo, c'est quasiment un équipier de luxe, c'est quasiment un lieutenant en montagne.
C'est dire quand même en 5 ans comment ce coureur s'est bonifié avec la Sky. Alors aujourd'hui, il a 35 ans, il a encore une année de contrat avec Ineos, peut-être qu'il arrêtera l'année prochaine. Mais voilà, c'était quand même principalement un rouleur. Et aujourd'hui, quand tu vois la performance qu'il a fait aujourd'hui, mais la performance qu'il a déjà fait dans d'autres courses ces derniers temps, et le travail qu'il a pu accomplir, notamment même sur le dernier Tour d'Italie, où il a fait du bon job, je pense notamment en 3e semaine, moi je trouve qu'il faut le noter, qu'aujourd'hui Castroviejo c'est presque plus un grimpeur qu'un rouleur, et c'est quand même un équipier qu'il faut avoir dans une équipe aujourd'hui. C'est un équipier formidable. Là aujourd'hui il a eu sa carte. Ce qui est aussi intéressant, on voit quand même la stratégie d'Ineos, ils ont mis aujourd'hui Castroviejo dans l'échappée, mais parce qu'en le mettant dans l'échappée, en lui laissant sa carte, et peut-être aussi que ça va lui permettre de mieux travailler dans les jours à venir, qu'il y aura moins de frustration pour Castroviejo dans son rôle d'équipier. C'est pas con de la part d'Ineos. Bon, je continue avec Ineos, avec Pidcock. C'est la journée Ineos un petit peu aussi. Pourquoi Pidcock ? Parce que c'était une grosse étape de montagne aujourd'hui et qu'il est toujours 7e du général. 2e du classement du maillot blanc à 1 minute 46 de Pogacar, et que pour l'instant il fait une très bonne première semaine, Pidcock, pour un coureur qui joue le général. Alors c'est toujours le problème avec Pidcock, parce que Pidcock il nous dit moi je veux jouer les classiques, je veux jouer les classiques flandriennes, sauf que je dis Pidcock pour moi il n'a pas le gabarit pour. Alors je veux bien qu'on soit polyvalent, mais il y a un moment il faut quand même un minimum un gabarit pour passer les flandriennes. Il est très léger, et même il manque un peu de puissance. Je rappelle aussi que Pidcock il a remporté le Baby de Giro. Voilà, il faut quand même le rappeler. J'ai l'impression aussi que du côté de Pidcock, la pause après Liège lui a fait du bien. C'est vrai que Liège, j'avais dit son début de saison, à part à travers les Flandres, dans un peu la flèche Brabançonne, et encore, je m'attendais à ce qu'il fasse mieux. C'était pas le début de saison attendu et espéré pour Pidcock. J'avais dit peut-être que le cyclocross, il a eu du mal à l'encaisser, d'avoir fait une grande saison de cyclocross. Mais il a repris au Tour de Suisse, il fait quand même 2 top 10. Là, il a quand même fait 4e à Longwy, 10e à Lausanne, et il a fait déjà 4 top 15, et surtout 7e du général, Pidcock. On peut se poser des questions quand on connaît ses qualités chez les jeunes en montagne, jusqu'où il peut aller. Et ça va peut-être faire réfléchir. Alors vous allez me dire, on n'a jamais vu un grimpeur être performant et à la fois être très bon coureur de cyclocross. Moi je vous dirais si, il était français, et il était très bon et j'ai oublié son nom. Bien entendu, il faut que ça arrive. Si, voilà, j'ai retrouvé son nom, c'est John Gadret. John Gadret, pour ceux qui ne sauraient pas, a été champion de France de cyclocross. Il a même participé au championnat du monde en tout début de carrière. Et pourtant, ça lui a permis également de faire 3e d'un Giro à John Gadret. Donc pour moi, faire le cyclocross ou même faire du VTT et être bon grimpeur, c'est pas incompatible. Je vous dirais qu'au niveau des coureurs qui sont passés par le VTT et qui ont été très bons en montagne, je rappelle qu'il y a quand même Cadel Evans, Jean-Christophe Perrault aussi, qui je rappelle a été vice-champion olympique, donc on peut être médaillé olympique et en plus être performant et faire des podiums sur les grands tours. Donc je pense qu'à la fin de saison, Pidcock, il faudra qu'il s'installe à une table et réfléchir à la suite de sa carrière, parce que moi je pense qu'il est plus prometteur en tant que coureur pour le classement général qu'en tant que coureur sur les pavés, même s'il est très bon également sur l'Amstel et autres. Je pense qu'en montagne, il y a quelque chose à tenter pour Pidcock aujourd'hui. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, je vais faire vite pour les bonnets d'âne. Je commence avec Daniel Felipe Martinez. Aujourd'hui, il a fini loin. Le coureur colombien, pas de surprise. Daniel Felipe Martinez, on en avait parlé dans les commentaires. Il finit 70e à 16 minutes. On m'avait demandé dans les commentaires comment je trouvais Daniel Felipe Martinez. Et j'avais dit, j'ai la même impression qu'avec Carapace sur le Giro. Et c'est vrai j'avais même fait des sondages, des débats là-dessus. Mais on en avait parlé énormément de Carapace pendant le Giro. Où j'avais dit Carapace, pour moi je ne le vois pas être performant. Alors il s'avère qu'il a fallu attendre très longtemps avant que Carapace craque, mais j'avais dit même sa manière de courir, la manière de prendre des bonifications, le fait que quand il attaque il n'arrive pas à lâcher ses adversaires, c'est pas bon signe.
et j'ai l'impression qu'il n'est pas au top de sa forme. Bon, même un Carapace pas au top de sa forme à 95%, ça a quand même donné du bon. Mais là, Martinez, c'est pas 95%, il doit être à 80%. Malgré le fait qu'il est sur le Tour de Suisse, j'avais dit qu'il avait plutôt bien fini. Et j'avais dit, bon, il faut quand même se méfier du Tour de Suisse, il sortait de stage. Bah là, ce début de Tour de France, il est pas bon pour Martinez. Et je dirais que du côté de Martinez, ce qui est dommageable, c'est que cette année, c'était sa chance. Il a quand même été lieutenant de Bernal sur le Giro. Et cette année, c'était sa chance d'être leader chez Ineos, de pouvoir donc potentiellement faire un très bon résultat sur un grand tour. Et il a laissé passer cette chance. Et je ne sais pas si ça se reproduira pour Martinez. C'est-à-dire que là, Adam Yates et Geraint Thomas vont jouer le général. Alors, Geraint Thomas étant pas tout jeune, dans 2 ans, 3 ans, Geraint Thomas, il sera peut-être plus là dans le cyclisme. Mais Adam Yates, il peut encore être là dans 4 ou 5 ans. J'ai peur que pour Martinez, et puis si en plus Pidcock est performant, il se retrouve à être complètement barré pour le général. Et bon, Martinez, quand on connaît ses qualités, c'est dommageable. Je pense qu'il est passé à côté. Peut-être un problème de programmation de saison, de pic de forme, peut-être pas assez de jours de course. Enfin, voilà, il n'est pas en condition physique. Et je vous l'avais dit, j'avais le même sentiment sur ses accélérations que Carapace quand il se mettait en danseuse. J'avais dit, il ne se passe pas grand-chose dans les commentaires. Notamment, je l'avais vu, c'est avant la côte du Puy Venteux, du côté de l'étape de Longwy, où à un moment il se replace et j'avais vu qu'il s'était mis en danseuse et qu'il avait absolument pas réussi à se replacer. Donc c'est un petit peu ce que je disais avec Martinez. Et puis je termine avec UAE. J'ai pas compris leur stratégie aujourd'hui, l'équipe de Pogačar. On roule, en début d'étape, on roule à 45 à l'heure, j'ai l'impression qu'on contrôle l'échappée en début d'étape. Bon, on veut pas laisser partir une grosse échappée. Pas de peau ou erreur ou incompréhension de ma part. T'as une échappée de 20-25 coureurs qui sort, alors que ça a bataillé quand même en début d'étape et pourtant UAE contrôle. Je me dis, normalement, dans ce genre de situation, tu ne laisses pas partir une grosse échappée. Si tu décides de rouler dès le départ, c'est que tu as la victoire d'étape derrière la tête. Si donc tu cours de cette manière-là, c'est que tu as quand même une idée derrière la tête. Bon, assez surpris de la manière dont UAE gère le coup. Donc là, je me dis, bon, ok, d'accord, peut-être que j'ai raté quelque chose. Ensuite, on contrôle l'échappée. Donc, déjà, il y avait Uran, mais Uran était à 3,56. Et puis, Uran, aujourd'hui, on l'a vu. Et ça fait depuis quelques jours que je vous dis, Uran n'est pas incroyable. Et en sachant qu'il y a en plus Poles chez EF, je pense qu'ils misent plus sur Poles que sur Uran depuis peut-être même le Tour de Suisse, où ils ont compris que Poles pouvait peut-être faire quelque chose sur ce Tour de France. Bon, je me dis, si Pogačar, il est inquiet de Uran, dans ce cas-là, rentre chez toi, quoi. Il y a un moment... quand t'es Pogačar, normalement, tu dois pas être inquiet de Uran. Bon. Donc, URE roule, laisse l'échapper à 3 minutes. Donc là, je me dis, moi, je me dis, c'est pas pour Uran. Là, je me dis, ils sont quand même intelligents chez UAE. Je me dis, ils veulent jouer la gagne aujourd'hui, comme la veille, comme l'avant-veille. Ils veulent montrer que Pogačar est très fort. Bon. Le problème, c'est que il plafonne à 3 minutes. Bon, là, je me dis, c'est quand même un peu con, parce que normalement, si tu veux jouer la gagne, tu laisses pas 3 minutes à un Thibaut Pinot, à un Bob Jungels, même à un Uran pour la victoire d'étape, ou à un Castroviero ou un Verona, tu laisses pas 3 minutes à ces coureurs-là. Parce que tu sais que c'est des coureurs qui sont capables de résister. Quand Jungels accélère, je me dis, là c'est le moment d'accélérer, surtout que le rythme n'était pas énorme, parce que avant que Jungels parte, la cohésion de l'échappée n'était pas bonne. Et la cohésion de l'échappée n'a jamais été excellente, même aujourd'hui. Et non, UAE laisse gagner Jungels, et ce qui fait que dans le final, t'as Pogačar qui accélère. Bon, ok, sauf qu'il n'y avait plus de bonification à prendre. Donc Pogačar aujourd'hui, il a repris 3 secondes. C'est quand même beaucoup d'énergie dépensée pour 3 ou 4 secondes aujourd'hui. C'est 3 secondes précisément. Depuis le début de course, je trouve que Pogačar dépense beaucoup d'énergie. Alors parfois ça a été intéressant, je pense sur l'étape des pavés ça lui a permis d'éviter les chutes. Ça lui a permis de dire les cocos je suis costaud. Par contre là aujourd'hui,
je trouve que ça ne servait à rien. Et quand tu vois des coureurs comme Hirschi, Langen a abandonné, mais Bjerg finir quand même très loin, je me dis quand même, parce que Marc Hirschi finit à 28 minutes, en plus il a fini seul, Hirschi. Hein. Il finit vraiment tout seul, entre deux groupes étaux. Je me dis, bon, j'ai peut-être inquiété quelque chose, mais pour moi, aujourd'hui, vraiment du côté de chez UAE, ça avait aucun intérêt de rouler. Vraiment aucun intérêt. Les adversaires, tu leur as déjà montré que tu étais fort. Là, il a repris 3 secondes. Voilà, j'avais dit aujourd'hui, il n'y avait pas d'intérêt à rouler. Bon, voilà, je suis assez surpris. Demain, journée de repos. On aura une vidéo que j'intitulerai Le cyclisme en France, modestement, où on parlera de plein de choses, des courses françaises, on parlera des coureurs français, du management des équipes françaises. Voilà, on fera un peu un meeting pot de tout ça. Et puis, sinon, on se retrouve mardi pour la présentation de l'étape numéro 10, l'étape de Megève, l'Altiport, un petit peu un classique ces dernières années du côté du cyclisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!